à lancer Marie-Jo? Bon, t'es prête? Je suis prête. Bon, formidable. Alors, Moi on y va. aussi. À la tienne. Santé. Hé, À les la- filles, Oui, ça a oui. commencé. Ah, quand même? Oh là. Ah, parce qu'on a eu Pardon, un petit excuse-nous. souci. Excusez-nous, Un petit problème technique. Bon, très bien. Écoutez, bonjour. Et puis bonsoir. Oui, bah oui, c'est vrai, on n'est pas. Il y a des fuseaux horaires, c'est ça? Différent, oui, parce que je crois qu'on nous écoute à Chalon-sur-Saône, Oui. puisqu'on est en direct Oui. du Facebook de la bibliothèque Oui. adulte de Chalon-sur-Saône, mais Oui. on nous écoute aussi à Honolulu, Oui. Oslo, Oui. Tokyo, Voilà. Papette, Oui, oui. Ouagadougou. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai presque envie de dire, ça dépend des gens. Donc, bonjour, Mhm. bon appétit, Et puis alors forcément bonsoir. et puis bonsoir. Voilà. Et donc, écoutez, on va commencer. J'espère que vous êtes comme nous, bien installés. Nous, personnellement, on a de quoi manger et boire. Oui. Je Vous vois, avez je vois des cacahuètes chez les gens aussi. Là-bas, moi j'ai plutôt vu des gougères Aussi. et même un peu de jambon persillé. Très bien. Eh ben, à la vôtre. Et puis, on commence avec un petit peu de retard. Tristan Bernard avait dit « La vie est très mal faite. Dès qu'on est assez grand pour attraper le pot de confiture, on n'en a plus du tout envie. » Et le premier conte que je vais vous raconter est un conte italien. C'est l'histoire de Paolo. Paolo, il habite à Milan, à Milano. Et puis, Paolo, c'est un homme d'affaires important. Et un jour, il doit aller dans le sud de l'Italie, à Naples. À Napoli. Et alors sa maman, la maman, elle lui dit « Oh Paolo, Paolo, tu sais qu'à Napoli, il y a ton cousin que tu n'as encore jamais rencontré. Il faut que tu ailles le voir. » Et ça, chez les Italiens, la famille, c'est sacré. Alors Paolo, il envoie une lettre à son cousin Mario et puis il décide de le retrouver là-bas. Et c'est lui qui paiera le restaurant, la pizzeria. Et ils discutent tous les deux. Ils ne se connaissent pas. Enfin, quand je dis discutent tous les deux, c'est surtout Paolo qui discute tout le temps et puis qui raconte comment à Milan c'est beau, les immeubles sont plus beaux, les maisons sont magnifiques, les rues sont splendides, tout est propre, enfin, c'est magnifique là-bas. Et là, Mario, il en a marre parce que tout le repas, c'est la même chose. Et à la fin du repas, Paolo lui dit, tu sais, Mario, en plus, tu devrais venir un jour. Tu viendras chez moi et ma femme, elle te fera le mocha au chocolat. Le mocha au chocolat, tous les voisins viennent le manger. C'est le meilleur mocha au chocolat du quartier. Le mocha au chocolat, dit Mario. Ah, tu connais pas? Ah ben justement, il faut que tu viennes, tu verras. Le mocha au chocolat de ma femme, tiens, c'est le meilleur de l'Italie. Alors Mario, il s'en va, il retourne chez lui et il arrive dans sa cuisine. Et il dit à sa femme, Giuseppina, Giuseppina, tu sais ce que c'est, toi, le mocha au chocolat? Ben oui, dit Giuseppina, moi je connais, c'est un gâteau à la crème et c'est très très bon. D'accord, dit Mario, alors tu saurais m'en faire? Eh ben bien sûr, dit Giuseppina, moi je sais le faire, bien sûr je sais le faire, je suis une cuisinière. D'accord, dit Mario, alors tu sais quoi? Demain, tu me feras un beau mocha au chocolat et puis tu m'en serviras une grosse part au déjeuner de midi. D'accord, dit Giuseppina. Par contre, on n'a plus de chocolat. Ouais, c'est pas grave, dit Mario, tu feras un mocha sans chocolat. D'accord, dit Giuseppina. Mais on n'a plus de beurre. Oh, ben, c'est pas grave, dit Mario, tu feras un mocha sans beurre. Sauf qu'on n'a plus tellement d'œufs non plus, hein. Eh ben, dit Mario, ça commence à faire cette histoire-là. Tu vas pas m'embêter comme ça, tu feras un mocha sans œufs, et puis c'est tout. Bon, dit Giuseppina, d'accord. Alors on n'a plus de sucre, hein, juste le fond. Oui, bon, ben, dit Mario, c'est bon. Écoute, tu fais un mocha sans sucre et ça va le faire. D'accord, dit Giuseppina. Et sinon, comme farine, il me reste plus que la farine de maïs, tu sais, celle qu'on fait la polenta. J'en ai plus de l'autre. C'est pas grave, dit Mario. Moi, je l'aime bien, la farine de maïs. Tu me fais avec la farine de maïs, le mocha, ça ira très bien. Alors, Giuseppina, elle va en cuisine. Et le lendemain à midi, elle apporte triomphalement sur la table son plat sur lequel il y a son mocha. Elle en coupe une grande tranche et puis Mario, il goûte. Et là, il a une petite grimace. Non pas qu'il n'aime pas, hein, mais une grimace de surprise. Et ça, Giuseppina, ça l'inquiète. Hein. C'est elle la cuisinière quand même. Hein.
Alors elle lui dit, Mario, Mario, c'est pas bon ce que je t'ai fait, il est pas bon mon moka? Oh si, qui dit Mario, si, il est bon, mais... Alors, entre nous, franchement, les millionnaires, hein, ils se vantent avec leur moka, leur moka. Tu veux que je te dise, hein, leur moka, finalement, de près ou de loin, c'est ni plus ni rien que de la polenta. Un proverbe bourguignon dit, à la Saint-Vincent, le vin monte au sarment. S'il gèle, il redescend. Margot, le samedi soir, elle aime aller danser. Et tourne et danse et chante et virevolte Margot, Margolette. Les gars du village, c'est pas pour leur déplaire, parce que regarde Margot, et Margot, elle est généreuse et gourmande de partout. Et elle le sait bien. Et quand elle va danser, tourner, virevolter, elle se dit que décidément, elle est un sacré jolie brin de fille. Et puis, à force de danser, eh bien, ça donne envie de manger, ça donne envie de boire. Alors, elle va se servir un petit verre de vin et puis elle se dirige vers le buffet où là, elle mange un petit quelque chose. Et puis, elle revient danser, tourner, virevolter Margot, Margolette. Et quand enfin, il lui semble qu'il est l'heure de rentrer, elle lance un grand « Salut la compagnie !» Et puis, Margot, elle s'en va, en trottinant, en se dandinant, dans sa petite robe rouge et dans ses souliers usés d'avoir trop dansé. C'est que Margot, elle est cuisinière. Elle est cuisinière chez Monsieur de Ferrières. Et le dimanche matin, elle se doit d'être debout dès les 9 heures, les deux yeux en face des trous, derrière ses fourneaux. Ce dimanche matin-là, Margot, fraîche comme une rose cueillie du jour, elle est là, derrière ses fourneaux, oui. Elle est prête à faire le déjeuner de son maître, Monsieur de Ferrières. Tiens, d'ailleurs, il passe par les cuisines et dit « Margot, tu n'as pas oublié, j'ai invité l'abbé Vincent à déjeuner. Tu nous feras, s'il te plaît, rôtir de bons poulets, et qu'il soit prêt après l'office à midi. » Très bien, mon maître. Et Margot, elle s'affaire. Alors d'abord, elle va dans le poulailler, elle choisit les deux plus beaux poulets, elle les tue, elle les ébouillante, elle les plume, elle les vide, et rac, elle les embroche. Et elle les fait tourner, tourner au feu. Et elle tourne sa broche, Margot. Elle tourne sa broche, et bon sang qui fait donc chaud devant cette cheminée, que c'est pas permis de transpirer pareillement, dit Margot. Oh, oh. Et elle continue de tourner sa broche, et il fait chaud. Et puis ça donne soif. Margot arrête de tourner sa broche, et puis elle se lève, elle attrape une cruche, un verre, et elle s'approche de la trappe qui descend à la cave. Elle ouvre la trappe, elle descend la volée de marche, elle met la cruche sous le tonneau, elle se verse un verre et hop, elle boit un petit coup. Et elle remonte dans sa cuisine. Et elle tourne, et tourne sa broche. Ah, il fait toujours aussi chaud, mais ça se met à sentir diablement bon dans la cuisine de Monsieur de Ferrières. Ça sent le poulet qui commence de rôtir, qui dort, et puis qui se craquelle. Oh oui, que ça sent donc bon, ces deux beaux poulets. Ah d'ailleurs, oui, tiens, Margot est une excellente cuisinière. Et une excellente cuisinière se doit de goûter les plats. Alors elle attrape une cuillère, et puis elle la met juste là, comme ça, sous un des poulets. Elle en récupère le jus qui suinte des bestioles. Elle porte le tout à sa bouche et c'est doux, c'est juste assaisonné comme il faut. Ça donne soif. Alors elle descend faire un petit tour à la cave. Et puis quand elle remonte, elle se remet à sa broche, à la tourner, mais bientôt voilà que midi sonne. Alors son maître ne devrait pas tarder d'arriver avec l'abbé Vincent, et elle s'inquiète. Midi a sonné depuis longtemps et l'abbé Vincent n'est toujours pas là. Et elle regarde ces deux beaux poulets. Mon maître, Monsieur de Ferrières, enfin, si on ne fait pas quelque chose, il faudrait quand même que l'abbé Vincent arrive, parce que les deux poulets vont être tout desséchés. Ce serait péché de les laisser se dessécher comme ça. Ne t'inquiète pas, répond Monsieur de Ferrières. Je vais de ce pas chercher l'abbé Vincent. Il a dû être arrêté en chemin. Je reviens avec lui. Margot regarde ces deux jolies bêtes et oh, ben ma foi, oui, ce serait bien vraiment trop bête que la viande soit toute sèche. Des beaux poulets pareils, que j'ai mis tant de temps à les cuire. Alors elle décide de les sortir de la broche et puis de les mettre de côté. Oh, ben elle a bien fait. Voilà que sur l'un d'eux, l'aile et la cuisse ont commencé à brûler. Oh,
Elle peut quand même pas servir un poulet à moitié brûlé à son maître. Ça ne se fait pas. Aussitôt, elle décide de prendre un couteau et puis de prélever la cuisse et l'aile. Et je vais pas servir un poulet à moitié découpé. Mon maître va trouver cela étrange. Oh, mais ma foi, ce vin m'a mise en appétit. Aussitôt, elle mange l'aile, aussitôt, elle mange la cuisse. Pas si brûlé que ça. Eh bien, elle retourne à la cave faire un petit tour. Et quand elle est remontée, elle a regardé ce poulet entamé et il est bien seul. Oh, c'est idiot. Et puis, ma foi, je ne vais quand même pas servir à mon maître sur une table un poulet à moitié mangé. Eh bien, elle l'a avalé, ce poulet-là, oui. Et moi, c'était juste, hein, parce que vraiment, la viande était douce, était tendre, mais c'était moins d'œufs qu'il ne soit vraiment tout sec. En tous les cas, ça lui a donné soif. Alors, elle est retournée faire un tour à la cave. Et lorsqu'elle est remontée, son maître et monsieur et l'abbé Vincent n'étaient toujours pas là. Elle a regardé le deuxième poulet. Ce qui est bon pour l'un est bon pour l'autre. Et ça conviendra bien à mon estomac. Alors elle a fait prendre au deuxième poulet le même chemin que le premier. Et puis elle est retournée à la cave. Et quand elle est remontée, monsieur de Ferrières arrivait. Margot, Margot, pressons, pressons, Margot. L'abbé Vincent arrive. Alors tu te tiens prête, il arrivera par la porte du jardin. Et s'il te plaît, tu nous sers tout de suite parce qu'on est déjà très en retard. Moi, pendant ce temps-là, je vais aiguiser mon couteau. Et monsieur de Ferrières est allé à la salle à manger aiguiser son couteau. Très bien, mon maître, a répondu Margot. Et Margot a surveillé par la porte de la cuisine le portillon dans le fond du jardin. Quand elle a vu arriver l'abbé, aussitôt elle a ouvert discrètement la porte de la cuisine, puis a fait comprendre à l'abbé Vincent qu'il fallait qu'il se taise. Elle l'a fait s'approcher et lui a dit « Ah, mon père, si vous saviez, mais c'est épouvantable !»« Mon père, savez-vous, mon maître ne vous a pas du tout invité pour vous faire plaisir. Il ne vous a pas non plus invité parce qu'il goûte votre compagnie, non. Mon maître vous a invité car il a l'intention de vous couper les deux oreilles. Écoutez, il est en train d'aiguiser son couteau. Filez, filez. » L'abbé Vincent n'a pas demandé son reste. Il a traversé le jardin, il a ouvert le portillon et il s'est sauvé en courant dans la rue. Margot alors est arrivée comme une folle dans la salle à manger de monsieur de Ferrières en criant « Mon maître, mais c'est épouvantable, c'est une catastrophe. Rendez-vous compte, il les a pris les deux, je vous dis, les deux, oui. Ah, pour un homme d'église, c'est pas du joli. Quelqu'un qui se disait votre ami, ah, vraiment, vous avez de drôles de fréquentations, ah. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Margot? Je ne comprends rien. Voulez-vous que je vous dise? Vous m'avez commandé d'attendre l'abbé Vincent, hein, depuis ma cuisine, et il allait arriver par le jardin. Eh bien, si fait, il est arrivé par le jardin. Mais vous m'avez aussi commandé de me dépêcher. Alors, pour ne pas perdre de temps, eh bien, je tenais sur un plat les deux beaux poulets que j'avais fait cuire ce matin pour vous. Et j'ai ouvert en même temps la porte de la cuisine. L'abbé Vincent est arrivé. Il a regardé les poulets. Il m'a regardé. Il a regardé les poulets. Il m'a regardé. Il a regardé les poulets. Il m'a regardé et il les a attrapés tous les deux, il s'est sauvé avec. Les deux? Il a pris les deux. Oui, il a pris les deux. Oui, dame, mon maître, il a pris les deux. Les deux, il ne m'en a même pas laissé un. Eh non, mon maître, il s'est sauvé avec les deux poulets. Les deux! Ah non, pas les deux, pas les deux! Et monsieur de Ferrières a traversé le jardin. Il s'est retrouvé dans la rue et il s'est mis à courir après l'abbé Vincent, brandissant son grand couteau à la main et en criant « Pas les deux! Mais pas les deux, vous dis-je » L'autre, qui courait loin devant, il a pensé que monsieur de Ferrières parlait de ses deux oreilles. Mais lui, il ne voulait pas en laisser ni une ni deux. C'est qu'il les tenait à ses deux oreilles, l'abbé Vincent. Alors il a couru encore plus vite et encore plus loin. Et ma foi, si ces deux-là ne sont pas morts, c'est qu'ils courent encore. Quant à Margot, eh bien, elle est retournée dans sa cuisine en riant, elle a rangé et aussitôt, elle a pensé samedi prochain, le samedi suivant où elle allait pouvoir retourner danser, tourner, virevolter, chanter. Je n'aime pas les épinards. Ah, mais j'en suis bien aise, hein. Non, parce que si je les aimais, ben j'en mangerais.
Et comme je ne peux pas les sentir, ça serait vraiment dommage. L'histoire suivante, je vais la dédier aux amoureux. Et spécialement à 4 amoureux que je connais personnellement. C'est une histoire indienne, à l'origine des temps. Il y avait un Indien et sa femme qui étaient dans leur tente, là, au milieu de la plaine. Et puis, comme tous les couples, hein, vous savez ce que c'est, hein, comme tous les couples, de temps en temps, ils se disputent. Ce jour-là, ils se sont particulièrement disputés très fort. Et aucun des deux n'a voulu admettre qu'il avait tort. Hein. L'homme disait que de toute façon, il savait très bien ce qu'il avait dit. La femme a dit que de toute façon, c'était elle qui avait raison. Le ton a monté, a monté, a monté. Vous savez ce que c'est? Et finalement, la femme a quitté la tente et elle est partie marcher dans la plaine sans même se retourner. Et comme toutes les femmes en colère, elle a marché en regardant le sol et en répétant sans arrêt « De toute façon, c'est moi qui ai raison. De toute façon, il m'écoute jamais. De toute façon, c'est moi qui ai raison. » Enfin, vous connaissez les femmes. Hein. Alors, ce qui fait que l'homme, dans sa tente, a continué de s'énerver tout seul. Eh ben non, c'est moi qui avais raison. De toute façon, elle ne m'écoute jamais. De toute façon, elle n'entend pas ce que je dis. De toute façon... Enfin, vous connaissez les hommes. Hein. Et puis, ça a duré un petit moment. Et puis, le temps passant, l'homme s'est calmé. Puis, il a repensé à sa femme. Comme elle était jolie, même en colère. Comme elle avait un si joli sourire. Comme il l'aimait, et puis il s'est dit que ça serait bête de laisser la nuit tomber sans se réconcilier, qu'il allait aller la chercher, elle ne devait pas être bien loin. Il est sorti, et là, dans la grande plaine, il n'a vu aucune trace d'elle. Il était bien embêté. Et à ce moment-là, l'esprit du vent était là, dans le coin. Et l'esprit du vent, il aime bien les humains amoureux. Alors l'esprit du vent a indiqué à l'homme la direction qu'avait prise la femme, et l'homme est parti dans cette direction, tout heureux de la retrouver. Mais pendant ce temps-là, la femme, elle était toujours énervée. Elle marchait toujours, la tête en bas. Je sais que j'ai raison. Je sais que c'est moi qui ai raison. Et il verra bien lequel des deux. Et il verra bien. Et elle a continué de marcher, marcher. Et l'esprit du vent a bien compris que la femme ne s'arrêterait pas et que l'homme n'arriverait pas à la rattraper. Alors, il a cherché ce qu'il pourrait faire. Et l'esprit du vent est inventif. Il a créé des arbres assez grands, mais surtout sur ces arbres-là, il a mis des fruits savoureux, des fruits juteux, histoire que la femme, qui était gourmande, s'arrête pour les manger, et que l'homme puisse la rattraper. Seulement la femme, elle ne regardait que par terre. Hein. Ah ben non, non, elle avait raison, et c'était comme ça. D'abord, elle aurait dû lui dire ça, et elle pensait qu'elle aurait dû lui dire, et si ça se trouve, elle ne lui a pas dit ça, et alors, bref, elle continuait de marcher, et l'homme n'arrivait pas. L'esprit du vent, toujours créatif, s'est dit, je vais faire des buissons. Il a créé des buissons avec des fruits savoureux, des baies, des choses très sucrées pour que la femme s'arrête. Elle s'est pas arrêtée. Ah mais non, elle a continué à marcher. Et puis de toute façon, c'est moi qui ai raison, je le savais, et c'est comme ça, et c'est pas autrement, et c'est comme ça. Et là, l'esprit du vent a trouvé la 3e solution, il s'est dit, bon, je vais faire pousser directement les fruits par terre. C'est ce qu'il a fait. Il a mis des fruits savoureux juste par terre, sous les pieds de la femme, qui ne s'en est pas aperçue tout de suite. Mais au bout d'un moment, elle a senti quand même que ses pieds écrasaient quelque chose de doux, et puis surtout, elle a senti l'odeur. Oh, c'était une odeur sucrée, douce, suave. Alors la femme s'est arrêtée, et elle a regardé par terre. Elle a vu ses fruits, rouges, avec un jus qui tachait déjà ses pieds. Et la femme s'est arrêtée vraiment. Elle a pris un de ses fruits, elle l'a goûté, elle l'a trouvé délicieux. Succulent, tendre. Alors elle en a mangé un 2e, un 3e, un 4e, un 5e, et au fur et à mesure qu'elle les mangeait, au fur et à mesure, sa colère retombait. Elle a pensé à l'homme, comme il était beau, même quand il était en colère, et qu'elle avait envie de le retrouver. Et puis elle s'est dit qu'il aimerait ces fruits-là. Alors elle a pris sa jupe, et dans sa jupe, elle a mis plein de fruits pour lui donner. Elle a fait demi-tour, et là... Bah oui, bien sûr, vous avez trouvé. Elle a vu l'homme qui arrivait. Ils se sont précipités dans les bras l'un de l'autre. Elle lui a tendu les fruits. Il a goûté ces fruits-là. D'abord dans sa bouche à lui, puis sur sa bouche à elle. Et puis elle a goûté les fruits sur sa bouche à lui. Et tous les deux, main dans la main, sont repartis sous la tente pour d'autres plaisirs. Et c'est pour cela que depuis ce temps-là, ces fruits existent sur la terre. On les appelle des fraises. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, elles ont une forme de cœur. Parce qu'on les appelle aussi les baies de l'amour. C'est beau. C'est beau. Oui, vraiment, c'est beau. Alphonse Daudet a dit « La gourmandise commence quand on n'a plus faim. »
c'est vrai. Et il y avait deux gourmands. Deux gourmands qui se sont rencontrés sur un chemin. Et lorsque deux gourmands se rencontrent, qu'est-ce qu'ils se racontent? Vous avez raison. Des histoires de gourmands. Oui, oui. Et alors le premier gourmand a dit à l'autre gourmand, oh là 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 là, si tu savais comme je suis gourmand, mais c'est épouvantable. Je suis gourmand, ah, je suis incorrigible, je suis tellement gourmand, mais tout est bon dans la vie. Vois-tu, par exemple, le matin, j'ai pour habitude de prendre un solide petit déjeuner, tu vois, avec de la semoule, avec du pain, et puis de la saucisse, et puis du fromage. Et puis ça me fait bien démarrer la journée. Sur le coup des 11 heures, quand j'ai une petite baisse de régime, je prends quelques tartines, et puis à midi, bien sûr, je déjeune. Et alors là, c'est sacré, hein, la pause déjeuner, ça dure 2 heures. Ah oui, oui. Alors, c'est un festival, hein, choucroute, petit salé, bourguignon, coq au vin. Ah oui, oui, je me régale. Et puis après, je me calme quand même. Enfin, sauf que sur le coup des 5 heures, lorsque les enfants rentrent de l'école, j'aime bien manger un peu de chocolat avec du pain. Et puis, bien sûr, à 7 heures, il faut souper. Tout le temps à 7 heures, à 19 heures. Ah oui, il faut souper aux heures régulières. Et puis une soupe, quelque chose de léger. Bon, suivi d'une tourte au fromage, éventuellement. Ouais. Et puis un fruit. C'est bien, un fruit. Et puis je vais me coucher, si éventuellement dans la nuit j'ai un petit creux, eh bien, je trouverai toujours un petit reste. Je me ferai une omelette au lard. Et alors, tu vois, je suis vraiment gourmand. Et je suis tellement gourmand que finalement, j'ai fini par coûter très cher à ma famille. Alors, ils m'ont mis à la porte. Mais c'est comme moi, a dit l'autre gourmand. Moi, figure-toi que le matin, lorsque je me lève, je mange la part de ma mère. Et à midi, je mange la part de mon père. À 4 heures, je mange la part de mon petit frère et de ma petite sœur. Et le soir, je mange la part de mon grand-père et de ma grand-mère. Et comme je mange la part des autres, eh bien, on m'a mis dehors. Et nous étions faits pour nous entendre. Cheminons ensemble. Et voilà, tous les deux qui sont partis. Et au bout d'un moment... J'ai une de ces faim. Oh, j'ai une de ces faim, a dit l'un des gourmands. Et alors moi, si tu savais comme j'ai faim, oh là là, je mangerais, mais j'ai faim. Mais c'est... Et tiens, mais justement, ils sont entrés dans un village. Et sur la place du village, il y avait le marché. Et au milieu du marché, une vieille femme qui vendait des noix. Elle avait un panier rempli de noix. Les deux gourmands ont fait le compte de ce qu'ils avaient dans leur poche. Ils se sont approchés de la vieille femme et ont demandé combien valait ce panier de noix. C'était finalement, grosso modo, ce qu'ils avaient dans leur poche. Alors, ils ont payé la vieille femme et ils sont partis avec le panier de noix. Ils sont sortis du village. Ils se sont installés au sol et puis ont considéré le panier de noix en se disant, bah, maintenant, il va falloir qu'on mange nos noix parce qu'on a faim. Sauf qu'attention, hein, attention, on a aussi faim l'un que l'autre. Donc, il ne faudrait pas que l'un des deux en mange plus que l'autre. C'est-à-dire qu'il faut partager les noix de façon équitable. Il faut que l'on en ait chacun la même quantité. Alors, vous me direz, c'est facile avec des noix. C'est vrai, parce qu'enfin, il suffit de piocher dans le panier, et puis l'un après l'autre, à tour de rôle, ils vont prendre une noix chacun. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont bien assis donc l'un en face de l'autre, le panier était au milieu, entre deux, et au signal donné, ils ont pioché chacun dans le panier de noix et en ont retiré une noix, ils l'ont mise par terre, un petit coup de talon pour enlever la coquille, on prend la noix, on mange la noix. On prend une noix, on la met par terre, un petit coup de talon pour enlever la coquille, on prend la noix, on mange la noix. On prend la noix, on la met par terre, un petit coup de talon pour enlever la coquille, on prend la noix, on mange la noix. On prend la noix, on la met par terre, un coup de talon, on enlève la coquille, on mange la noix. On prend la noix, on la met par terre, un coup de talon, on enlève la coquille, on mange la noix. On prend une noix, on la met par terre, coquille, on mange la noix. On prend une noix, par terre, coquille, on mange la noix, par terre, coquille, on mange la noix. Et dans le panier, il n'en reste plus qu'une. Comment faire pour partager cette dernière noix? Je vous l'ai dit, il faut vraiment que le partage soit équitable. Il ne peut pas y en avoir un qui en ait plus que l'autre. Et partager une noix, c'est pas si facile que ça. Et non, d'autant plus qu'ils n'ont pas de couteau. Alors évidemment, déjà, il faudrait casser la noix. Mais attention, on ne peut pas casser une noix n'importe comment. Sinon, vous savez, il y a des cerneaux qui restent coincés dans la coquille. Non, c'est comment faire? Ils sont bien embarrassés. Il n'est pas question qu'il y en ait un des deux qui est... Puis à ce moment-là, un homme passe et les voit et leur demande quel est leur problème. Mais tu vois, écoute, on est bien embêtés, mais veux-tu, on n'a plus... Enfin, il nous reste une noix dans ce panier et il faudrait qu'on partage cette noix en deux et qu'on la partage de façon équitable, parce que nous devons manger la même quantité de noix. Mais on n'a pas de couteau, c'est bête. Ah, mais je suis l'homme de la situation, a répondu l'homme.
j'ai un couteau. Il a sorti son couteau, puis il a pris la noix dans le panier, il l'a posée au sol et d'un petit coup de talon expert, il a cassé la coquille. Il a pris la noix et les deux cerneaux de noix étaient bien collés l'un contre l'autre, de telle sorte qu'il aurait été vraiment difficile de les décoller de façon à ce que les deux gourmands aient la même quantité de cerneaux de noix. Et c'est là que l'homme a pris son couteau, il a déposé la noix sur une pierre, il a bien visé et chiac! Il a coupé la noix en deux. Les deux cerneaux de noix sont tombés de chaque côté. Ils étaient parfaitement égaux. Puis l'homme a léché son couteau. Il l'a léché avec bonheur, avec ardeur, avec tellement de joie qu'il s'est coupé la langue. À partir de là, mesdames, messieurs, je vous le demande, quel est donc le plus gourmand des trois? Jacques Prévert a dit « Le verre blanc porte bonheur, surtout quand il est rempli de vin rouge. » Oui. Le sultan Souleyman était malheureux. Sa fille, Leïla, la perle de ses yeux, la plus belle fille du monde entier, était malade. Et personne ne savait ce qu'elle avait exactement. Elle était languissante, elle ne mangeait plus, elle était maigre, blanchâtre. Alors on avait fait venir tous les médecins du royaume, les guérisseurs, les charlatans, les magiciens, les sorciers, tous ceux qui pouvaient peut-être faire quelque chose. Et personne, mais personne n'avait trouvé ce qu'avait la belle Leïla. Et là, le sultan Souleyman était désespéré. Et voilà qu'un jour, un marchand venu d'Europe, de Prague plus exactement, arrive là, et puis dans le palais, une fois qu'il a présenté toutes ses marchandises, il entend parler de cette histoire. Et tout de suite, il dit au sultan, mais c'est Majesté, il faut aller chercher des docteurs de chez nous. Ah ben chez nous, on a des grands docteurs, des docteurs savants, des docteurs exceptionnels, des docteurs magiques, ils savent tout guérir, ils ont des médicaments, ils savent tout faire chez moi là-bas à Prague, il faut que vous alliez en chercher un. Ah d'accord, dit le sultan, moi je veux bien, hein, mais comment on va reconnaître que c'est un médecin savant, un docteur qui sait tout, un qui sera capable de sauver ma fille? Ah bah, dit le marchand, c'est pas compliqué. Chez nous, les docteurs, on les reconnaît parce qu'ils ont toujours des R devant leur nom. Et ça, on sait que c'est un docteur et forcément que c'est un savant. Donc si vous trouvez quelqu'un avec le DR, c'est bon, c'est le docteur. Alors là, le sultan est ravi, il couvre d'or le marchand et il envoie deux émissaires chercher ce fameux docteur DR quelque part à Prague. Alors, je ne vais pas vous raconter tout le voyage, que ça prendrait du temps, mais enfin, toujours est-il qu'ils arrivent à Prague, et là, ils cherchent un docteur, quelqu'un qui a DR devant son nom. Alors, ils ont partout, hein. Ils vont chez des boulangers, ils vont chez des pâtissiers, ils vont chez des dentistes, ils vont enfin, partout, mais à chaque fois, ils ne trouvent pas quelqu'un qui commence par DR, un docteur qui pourrait sauver la belle Leïla. Alors, ils vont se promener, là, le long d'une rivière. Puis il voit un homme qui dit au revoir avec un mouchoir à un bateau qui s'en va. Et l'homme se retourne vers eux, très poliment d'ailleurs, hein, leur dit bonjour. Donc les deux émissaires répondent bonjour. Et comme ils sont curieux, ils lui demandent ce qu'il fait, qui il est. Ah ben moi, dit l'homme, je suis un dragueur. Bon alors, je vous vois rire d'ici, là. Non. Un dragueur, vous irez voir dans le dictionnaire, c'est quelqu'un qui nettoie les canaux, qui travaille dans les bateaux. Je suis un dragueur. Et donc là, j'ai mon bateau qui s'en va et... Oh, dragueur, DR. Ça commence par ça, c'est un docteur, se disent les deux émissaires. C'est fabuleux, on l'a trouvé. Alors tout de suite, ils disent à l'homme, bébé, il faut que tu viennes avec nous. Hein. Le sultan Souleyman a du travail pour toi. L'autre qui s'appelle Jacob au passage, lui est plutôt d'accord parce qu'en ce moment il ne travaille pas beaucoup là dans les canaux et dans les rivières, donc il veut bien y aller. Ce qui fait qu'il les suit sans trop poser de questions. Et les voilà arrivés, le trajet serait trop long à raconter, les voilà arrivés vers le sultan de Souleyman et les deux émissaires présentent le fameux dragueur au sultan qui leur dit vous êtes sûr hein? Non mais vous êtes sûr, hein, c'est vraiment un bon médecin, hein, enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de... Vous êtes sûr de ça? Mais il ne dit pas assez fort, ce qui fait que Jacob, il n'entend pas bien. Et les deux autres disent, ah oui, alors là, on est sûr de nous, hein, c'est le bon, c'est celui-là qu'il faut.
Très bien, dit le sultan. Il se retourne vers Jacob et puis il dit, voilà, je vais t'emmener voir ma fille. Jacob, il est un peu surpris, il ne voit pas bien pourquoi, mais finalement, il se dit que c'est bien de connaître toute la famille de celui qui l'embauche. Donc, il suit, il arrive dans la chambre de la princesse, qui est là, couchée, toute blanche, toute faible. Et Jacob dit, ah là là, elle a l'air malade. Hein. Et oui, dit le sultan, voilà. Donc, c'est pour ça que tu es là, c'est pour la soigner. Mais Jacob dit, non, mais non, parce qu'en fait, tais-toi, dit le sultan, tu la soignes, et je te couvre d'or, sinon je te coupe la tête et les oreilles avec. Et le sultan s'en va. Et là, Jacob est dans la chambre de la princesse et se demande bien ce qu'il va faire. Hein. Et comme c'est un homme pratique, il se dit qu'il faut qu'il aille prendre l'air, il va réfléchir. Et il sort du palais, il s'installe près des douves et il réfléchit un petit peu. Pas tellement longtemps parce que finalement, il y a une drôle d'odeur qui arrive à ses narines. Et regarde, et les douves sont vraiment sales. Pleine d'herbes pourries, de saleté, c'est des douves épouvantables, il y a des moustiques partout. Et ça, pour le coup, Jacob, ça, il sait faire, hein, il est dragueur, il sait nettoyer. Il se dit que tant qu'à faire, plutôt que de rien faire et d'attendre avec angoisse ce qui va se passer, vaut mieux qu'il s'occupe. Et il nettoie les douves. Et comme c'est un bon travailleur, il passe toute la nuit à nettoyer les douves, à enlever les saletés, à vider l'eau. Bref, au matin, les douves sont impeccable, il n'y a plus qu'à planter des fleurs dessus, l'eau qui stagnait est enlevée, c'est beaucoup plus propre qu'avant. Et c'est le matin où la princesse Leila se réveille. Elle a bien dormi cette nuit-là parce que contrairement à d'habitude, il n'y avait pas de moustiques. Et elle se sent un peu mieux comme elle a bien dormi. Alors elle regarde par la fenêtre et puis elle voit qu'il y a des papillons même, au lieu des moustiques. Il n'y a même pas la brume, le brouillard qu'il y a d'habitude. C'est un jour très clair et puis alors il y a une odeur délicieuse. Elle ne sait pas ce que c'est. La princesse se penche et là, juste en bas, elle voit Jacob. Parce que Jacob, il a bien travaillé, il s'est installé, il a sorti son bon pain noir qu'on fait là-bas à Prague. Il a étalé son bon fromage blanc avec des oignons et il est en train de manger avec beaucoup d'appétit. Oh, mais c'est ça qui sont si bons, se dit la princesse. Alors elle sort retrouver cet homme, elle s'approche de lui, elle n'ose pas lui demander. Jacob voit la princesse arriver, il trouve qu'elle a meilleure mine, hein, et puis il voit bien qu'elle aurait envie, mais enfin est-ce qu'on propose à une princesse de manger du pain noir avec du fromage blanc et des oignons, hein? Eh bien si, parce que la princesse, elle tend la main, alors Jacob lui donne sa tartine et la princesse dévore. Oh, elle a les joues toutes roses, elle leur demande une deuxième et Jacob recommence. Et c'est ce moment-là que le sultan sort de son palais pour faire sa promenade matinale. Et qu'est-ce qu'il voit? Sa princesse, son amour, la perle de ses yeux qui est en train de manger avec appétit, les joues toutes roses. Oh, le docteur a réussi à la guérir. Alors là, je ne vous raconte pas. Jacob est couvert d'or, il est nommé citoyen à vie du sultanat, il peut venir quand il veut. Alors on raconte que Jacob est rentré chez lui très riche, qu'il a raconté cette histoire à tout le monde et qu'il disait partout oh, de toute façon c'était bien normal, hein. Il suffit d'avoir une bonne atmosphère à respirer et puis de la nourriture saine et simple pour être en pleine forme. Et on raconte que toute sa vie, la princesse Leila a adoré cette nourriture, qu'on faisait venir exprès du pain noir de Prague, du fromage blanc. Quant aux oignons, ils en avaient là-bas dans le sultanat. Francis Blanche a dit « Je me suis aperçue que depuis quelque temps, le goût des Américains s'était nettement affiné. À tel point que maintenant, ils arrivent à reconnaître, à distinguer un fromage d'une savonnette rien qu'en mordant dedans. » Gaspard était fermier pour un riche propriétaire bourguignon. Et ce matin-là, il devait payer son demi-terme au propriétaire en question. Alors, il s'est présenté à la maison du propriétaire, il a frappé, et c'est Honorine, la bonne, qui a ouvert. « Bonjour Gaspard, quel bon vent t'amène? Eh bien, je viens payer mon demi-terme à monsieur. Bon, écoute, il est à l'étage, dans la salle à manger, je vais le prévenir de ton arrivée. Il a invité 3 amis à déjeuner. Alors, reste ici, je reviens. » Honorine est montée à la salle à manger et puis elle a dit au propriétaire que Gaspard était en bas et voulait payer son demi-terme. Ah, fais-le monter, Honorine. Hein, et puis je verrai avec lui. Honorine est descendue chercher Gaspard. Alors le propriétaire s'est tourné vers ses 3 invités et leur a dit « Bon,
Oh, c'est un brave paysan, quoi. Bon. Ah, il est travailleur, hein. Il est travailleur. Enfin, il est pas bien malin. Il n'a pas inventé la poudre, hein. Alors ça c'est sûr, hein. Tiens, d'ailleurs, il est tellement pas malin que vous allez voir. Je vais me moquer de lui, il ne va même pas s'en apercevoir. Et je vous assure que quand il va partir, ben, vous allez bien rire de lui. Alors ça... Attends, il arrive. Gaspard est entré derrière Honorine dans la salle à manger. Et... Bonjour, Gaspard, a dit le propriétaire. Eh bien, écoutez, tiens, prends une chaise et puis installe-toi vers la cheminée. Hein. Voilà. Bon. Ensuite, le propriétaire s'est tourné vers ses trois invités. Il a fait un clin d'œil. Vous allez voir. L'air entendu de celui qui s'y connaît en moquerie. Puis il s'est tourné vers Gaspard. Alors, mon Gaspard, on n'est pas des sauvages, on peut quand même causer. Hein? Alors, quoi de neuf à la ferme? Hein? C'est quoi les dernières nouvelles? Eh bien, on a eu une naissance, a répondu Gaspard. Ah bon, une naissance? Et où donc? Eh bien, c'est notre vache, monsieur, notre vache. Elle a eu des petits. Ah, c'est bien ça, oui, c'est bien. Enfin, elle a eu 5 petits. 5 petits? La vache? 5 petits? Enfin bon, Gaspard, une vache n'a que 4 tétines. Alors que fait donc le 5e lorsque les 4 autres têtent? Il fait comme moi, répondit Gaspard, il regarde. C'est entendu. Bon, qu'on aille chercher une assiette et un couvert pour Gaspard. Allez, viens Gaspard, viens donc t'asseoir vers nous. Bon. Gaspard s'est assis entre le propriétaire et puis un invité. Et à ce moment-là, on a servi un grand plat de poisson. Et c'est le propriétaire lui-même qui a servi les poissons. Mais il a mis délicatement tous les plus petits des plus petits poissons dans l'assiette de Gaspard. Et Gaspard, au fur et à mesure que les plus petits des plus petits poissons arrivaient dans son assiette, il les prenait, les portait à son oreille, hochait d'un air entendu, remettait le poisson, prenait un autre, le portait à son oreille, hochait la tête d'un air entendu, redéposait le poisson, prenait un autre, oui, déposait le poisson. Mais qu'est-ce que tu fais, Gaspard? Enfin, pourquoi est-ce que tu portes tous ces poissons à ton oreille? Eh bien, voyez-vous, mon maître, c'est que... Il y a 3 ans, mon oncle s'est noyé. Et alors, je voulais avoir de ses nouvelles. Mais tous ces poissons me disent qu'ils étaient trop jeunes, ils n'étaient pas encore nés. Voudrais-tu consulter les plus gros, mon Gaspard? Ah, ma foi, c'est pas de refus, a répondu Gaspard. Et alors, on a servi un beau brochet à Gaspard. Puis ensuite, on a déposé sur la table un énorme jambon persillé de Bourgogne. Et le propriétaire en a coupé une tranche si fine qu'il a déposée dans l'assiette de Gaspard que c'est simple, on se voyait à travers. Gaspard a regardé la tranche, il l'a aussitôt engloutie. Puis il s'est levé, a sorti son couche-tôt de sa poche, et puis s'est découpé une tranche épaisse de jambon persillé, et il l'a avalée. Puis une autre, et il l'a avalée. Puis encore une autre, et il l'a avalée. Il allait couper une 4e tranche lorsque le propriétaire a dit « Arrête, arrête, Gaspard, arrête !»« Ah, ne sais-tu donc pas que manger trop de jambon persillé, ça rend muet ?» Justement, a répondu Gaspard, j'ai une femme qui est trop bavarde, j'emporte le reste. Et il a attrapé le jambon persillé et il allait partir avec lorsque le propriétaire a dit à Gaspard, va donc m'attendre dans mon bureau, je vais te donner ta quittance. Les 2 bougres sont sortis, je vous laisse deviner de qui les 3 invités se sont moqués. Ah, au fait, oui, Emmanuel, est-ce que tu sais, est-ce que tu connais l'histoire de l'origine du vin? Ah oui, moi je la connais. Ah oui, moi je connais l'origine du vin. Oui. Non, parce qu'en fait, non. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai la vraie histoire de l'origine du vin. Ah, mais moi aussi. Ah, c'est curieux ça. Non, c'est pas possible, Emmanuel, parce que c'est moi qui l'ai. Ah oui, mais moi je suis dépositaire de la mémoire de mes ancêtres. Non, Emmanuel, non. C'est quand même, c'est surprenant. Non, mais moi, je t'assure. Ah ben non, moi c'est pas possible. Ah si, je t'assure. Vas-y. Oui, Vas-y. Si, parce que tu sais, ça a commencé avec Noé. Ah non, Si, ça a commencé avec Noé. Non, ça a commencé avec le premier... Vas-y. Oui, je t'assure. Allez, tu sais, Noé, enfin, le brave patriarche Noé, que tout le monde connaît. Et il était dans son arche, ballotté par les flots de droite et de gauche. C'était une tempête épouvantable qui comme ça, vrombissait autour de l'arche. Oui. Et puis quand enfin il a semblé à notre bon patriarche que la tempête s'était calmée, il a tenté d'ouvrir une petite fenêtre et puis il a regardé et, en effet la mer s'était calmée, même elle se retirait.
C'est à ce moment-là qu'il s'est aperçu que son arche était perchée en haut d'un mont. Alors, traditionnellement, on place l'arche de Noé au-dessus du mont Ararat. Alors, bon, entre nous, hein, enfin, c'était pas du tout sur le mont Ararat. Non. Ah bon? Bah, non. Noé. Non, nous sommes en Bourgogne. Évidemment, c'était à Dijon, au-dessus du mont Afrique. Oui, on ne va pas polémiquer non plus. Hein. Si on parle de là, on pourrait parler d'Alésia avec Aluse. On parlera, c'est pas le... On va pas s'en sortir. Bon. Donc il est sur son arche, et puis alors Noé décide de sortir de son arche et de rentrer chez lui, puisque les eaux se sont retirés. Non, c'est pas du tout l'histoire, ça. Non, la vraie histoire, c'est l'origine, hein, c'est les premiers hommes, même carrément presque le premier. Le premier homme est là, dans sa forêt. Il s'est construit une petite cabane, une petite hutte. Il a l'habitude de manger les fruits, les racines, les baies, enfin tout ce qu'il trouve autour de lui. Et il vit très bien comme ça, parce qu'en plus c'est un agriculteur. Il s'est cultivé un petit peu, pas beaucoup, mais il s'est planté, replanté. Enfin, je te parle de l'origine de l'humanité au moment de l'agriculture quand même, mais tu vois, voilà. Et voilà, qu'un jour, cet homme-là qui jusque-là va par les petits sentiers où il sait exactement les meilleures choses, les meilleures baies sont, il se dit tiens, et si je changeais un peu de chemin, et il décide d'aller voir un peu ailleurs s'il ne trouverait pas d'autres choses à manger. C'est comme ça que ça commence, Manuel, l'histoire. Je suis vraiment surprise parce que dans ce que je vous ai dit, hein, je suis dépositaire quand même de la mémoire de mes ancêtres, et donc Noé descend du mont Afrique. Et puis il s'engage sur le chemin pour rentrer chez lui. Et bien il marche là, et qu'est-ce qu'il découvre dans la poussière du chemin? Une petite plante. Mais alors, une plante qui semble fragile, elle est jeune, hein, vraiment jeune, pas très grande, mais prometteuse. Il se baisse, la prend délicatement entre ses mains, la regarde, et puis se dit qu'il va la ramener chez lui. Alors il reprend son chemin avec la plante dans ses mains. Non, alors, mon premier homme, donc, prend un sentier et il arrive dans un endroit, un champ qu'il ne connaissait pas du tout. Et dans ce champ-là, au milieu de plantes qu'il connaît, de baies, etc., il y a une plante. Et une plante qu'il n'a jamais vue. Ah, ça, c'est la première fois qu'il voit une plante pareille, et elle porte des fruits. Des fruits un peu curieux, un peu bizarres. Enfin, l'homme qui vraiment ne craint rien s'approche, prend un de ses fruits, essaie de goûter, trouve ça très très bon, et décide de rapporter cette plante chez lui, à côté de sa hutte. Moi, c'est un petit peu pareil, parce que alors figure-toi que Noé, donc il a décidé aussi de rapporter sa plante. Il la tient dans ses mains, il marche, et puis il y a encore long de chemin avant de rentrer chez lui, et il se dit que les rayons du soleil peuvent être brûlants parfois, et peuvent même altérer, abîmer cette jolie petite plante si fragile et si belle. Elle a des petites feuilles dentelées. Alors il pense que ce serait peut-être bien de trouver un récipient pour installer cette plante. Il s'arrête, il regarde un peu partout autour de lui. Vous savez, on trouve un peu n'importe quoi lorsque les os se retirent. Ah bah tiens, justement, à propos d'eau, il y a un os, justement. Il y a un os par terre. C'est un os d'oiseau. Alors il prend l'os d'oiseau, il le vide, et puis délicatement, il glisse la petite plante dans l'os d'oiseau. Alors elle est bien, elle est installée confortablement, et puis Noé reprend son chemin. Alors mon homme se dit je vais ramener ça chez moi, donc il creuse délicatement autour de la plante, et puis il la prend comme ça dans ses mains tranquillement, et il refait le chemin pour arriver jusqu'à sa cabane où il espère bien qu'il va pouvoir la planter. Effectivement, il choisit un endroit qui va lui plaire, et il espère que grâce à ses talents d'agriculteur, il pourra non seulement la faire prospérer, à nouveau des fruits, et peut-être qu'il y en aura plein, il arrivera à en faire repousser plein. Il est très content, mais très content de sa trouvaille. Et Noé s'aperçoit très rapidement que l'os d'oiseau n'est pas assez grand, parce que la plante est tellement bien qu'elle se développe dans l'os d'oiseau, et bientôt il faut trouver un autre contenant. Il cherche encore autour de lui et découvre là dans la poussière du chemin un os de coq. Il prend l'os de coq, il le vide, il sort tout doucement la plante de l'os d'oiseau, et puis il l'installe dans l'os de coq. Alors là, elle a beaucoup plus de place, elle est à son aise, elle est tellement à son aise qu'elle s'épanouit encore et encore, elle est à l'abri des rayons ardents du soleil, et puis en même temps, il y a un petit peu d'humidité qui se crée dans l'os. Alors oui, elle grandit, elle prospère, et elle continue son chemin.
Alors, il cherche le meilleur endroit, hein, pas trop près de sa hutte, pas trop loin non plus, un endroit au soleil, un endroit où elle sera bien. Là, il le trouve, il creuse un trou, il met délicatement sa plante dedans, il met de la terre autour, il tasse, il va arroser. Vous savez quoi, il lui parle? Ah, bah, ça, il sait déjà, il faut parler aux plantes pour que les plantes aillent mieux. C'est un poète, le premier homme. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'imagine. Et voilà, il parle à la plante, il lui explique qu'il va falloir qu'elle grandisse. Il est très heureux et il attend avec impatience de voir ce qui va se passer au cours des mois suivants. Toujours en train de cheminer, Noé s'aperçoit que sa plante est tellement bien installée dans l'os de coque qu'elle a vraiment beaucoup grandi, tant et si bien qu'elle sort de chaque côté. Et il y a des vrilles comme ça qui sortent de chaque côté de l'os de coque, mais bientôt l'os de coque n'est pas assez grand. Il faut trouver autre chose. Il cherche encore un peu autour de lui. Et puis là, il trouve un os d'âne. Alors il prend l'os d'âne, un os d'âne qui est beaucoup plus gros, il le vide. Il sort délicatement la plante de l'os de coque pour ne pas abîmer les vrilles. Et puis, il glisse la plante dans l'os d'âne. Et alors là, elle a plein de place et elle s'épanouit. Elle fait des branches et des branches. Et même, tiens, ça sort de chaque côté de l'os d'âne et les vrilles s'enroulent autour des poignets de Noé qui continue son chemin. Et là, ça marche. La plante, elle grandit, elle grossit, elle pousse, et même tellement bien que il y en a d'autres qui se mettent à pousser. Il a un petit champ là avec toutes ces plantes, les mêmes, identiques. Et alors, elles se développent, elles grandissent de plus en plus. Et même, il sent bien que les fruits ne sont pas loin. Noé arrive enfin chez lui. Alors, très doucement, il déroule les vrilles autour de ses poignets, il sort la plante de l'os de coque, et puis il cherche un endroit pour mettre sa plante en terre. Il en trouve un, ni trop à l'ombre, ni trop au soleil, un bel endroit bien orienté, et il fait un trou en terre, et là il installe sa plante, et il arrose un peu, mais pas trop, et la plante grossit. Grossit, tant et si bien que bientôt, elle prend même un pied un peu vigoureux et la plante se met à ramper sur le sol parce que c'est une liane comme ça qui rampe sur le sol. Et voilà que Noé voit des fruits. Oui, moi aussi, il y a des fruits qui poussent. Et alors des fruits comment? Oh, des fruits un peu dorés. Oui, c'est drôle parce qu'alors Noé aussi, en fait ça fait une grappe. Oui, c'est ça. Ça fait une grappe. Voilà. Et alors les fruits sont violacés, un peu couleur cramoisie, carmin, grenat. Oui, alors, c'est une grappe et ça fait des petites grumes comme ça qui sont toutes collées les unes contre les autres. C'est drôle ça quand même. Alors du coup mon homme il prend ce fruit, il se rappelle le goût comme c'était si bon et puis il la met dans sa bouche. Alors c'est vrai que c'est un peu... La peau est épaisse. Oui, la peau est épaisse. Oui. Mais. Oh, le jus. Ah, le jus est exceptionnel, hein. Le jus coule dans la sucrée. Il s'est dit que ce qu'il pourrait faire, c'est écraser ces grappes. Ah, c'est pas bête ça. Et en faire un jus, un jus qui serait bon à garder. Oui, alors, pourquoi pas. Donc, par exemple, justement, Noé a cette idée-là. Il se dit, puisque c'est quand même difficile de manger ces fruits comme ça, parce que la peau est quand même un peu épaisse, mais que le jus est succulent, il décide d'écraser toutes ces grappes, et puis il en fait un jus, et qu'il met dans une jarre, et il dépose la jarre dans un coin, et il a complètement oublié sa jarre. Non, je m'excuse, jusque-là on était d'accord, mais dans une amphore. Ah non, c'était une jarre. Non, c'est une amphore. Oui, pourtant. Non, c'est une amphore. Non, c'était une jarre. C'était une jarre. Il l'a oublié d'ailleurs, il l'a oublié dans un coin. Bon, alors quelques temps plus tard, il retrouve cette amphore. Jarre. Cette amphore jarre. Et puis... Jarre amphore. Voilà, et il ouvre cet objet pour voir ce qu'il y a dedans. Et là, il respire l'odeur de ce jus. C'est plus du tout la même odeur. Hein. Mais non. C'est une odeur... Alors, il s'aperçoit que c'est l'odeur de la fermentation. Oui, c'est ça. Oui, ça s'est transformé. Ce jus qui était tout sucré, tout suave, s'est transformé, ça a fermenté. Oui, ça pétille même un peu. Pas trop, hein, mais juste ce qu'il faut. C'est une odeur, on dirait, enivrante. Un petit peu. Alors il décide de goûter. Donc il prend son là, et puis il verse dans un gobelet. Et là il goûte. C'est extraordinaire. Noé prend un gobelet, il puise dans le contenant et il respire.
Il respire cette odeur enivrante, il goûte, ça claque sur la langue, C'est délicieux. ça frétille dans le C'est gosier. extraordinaire. Oh là là, et alors c'est Ah là, c'est goulayant. magnifique. Alors, il décide qu'il ne faut pas boire ça tout seul, il faut qu'il invite des gens. Alors, il appelle tous ceux qui veulent venir boire avec lui. Et c'est une époque où les hommes sont très près des animaux. Ce qui fait que ce sont des animaux qui viennent. Et le premier qui se présente, c'est le merle. Et le merle dit, c'est moi qui boirai la première coupe, c'est ma coupe à moi. Et le merle boit la coupe et il se met à chanter comme un merle. Noé, ravi de ce premier gobelet, en prend un second, puis un troisième, et c'est tellement doux et à la fois surprenant et pétillant que ça le rend joyeux. Il se met à siffler et chanter comme un pinson. Et le deuxième qui vient, c'est le coq. Le coq dit, le deuxième gobelet sera pour moi. Le coq boit son gobelet et il se met à se pavaner, à faire des cocoricots très bruyants, comme ça faire les coqs. Noé continue de puiser dans le contenant, un gobelet, un autre gobelet, et c'est tellement goulayant de mieux en mieux, ça le fait même complètement penser à toute autre chose, et soudain d'ailleurs, il se met sur ses deux ergots, tel un coq, il se pavane et devient fier. Le troisième, c'est le cochon. Le cochon arrive en disant, alors la troisième coupe c'est la mienne. Le cochon boit sa coupe et il se roule dans la boue comme font tous les cochons. Il se vautre par terre. Voilà que Noé continue de boire et de boire encore et encore. Et bientôt, il se roule par terre en se mettant à braire tel un âne. Et il y a la quatrième coupe. Hein. Ah oui. Ah oui, le renard arrive. Il dit, la quatrième coupe c'est la mienne. Le renard boit la quatrième coupe et se met à faire ce que font les renards. Plein de choses en douce, sans qu'on le voie trop. Et puis dès qu'on le regarde, il a tout oublié. Ah non, c'est pas moi qui fais ça. Et c'est ainsi que la tradition s'est perpétuée. D'abord, d'inviter des gens quand on veut boire quelque chose. On ne boit pas tout seul. Et simplement, on réfléchit bien quand on boit. Parce que celui qui boit une coupe se met à chanter comme un merle. Et c'est depuis ce temps-là que l'on dit en Bourgogne, buvez un peu, vous serez heureux. Et celui qui boit deux coupes se met à faire le fanfaron comme le coq. Et buvez beaucoup, vous serez à moitié sous. Celui qui boit trois coupes se met à se rouler par terre exactement comme le cochon. Buvez trop et vous deviendrez un véritable idiot. Et celui qui boit quatre coupes devient comme le renard. Il fait plein de choses désagréables et le lendemain, il a complètement oublié ce qu'il avait fait. Nous, il y a quelque chose qu'on n'a pas oublié. Moi, j'allais dire à la nôtre. À la nôtre, Emmanuel, santé, Anne. santé. Et puis, oui, une petite dernière. Le coq a sauté sur la table. Il a regardé le plat de coq au vin et il a dit, à présent je sais que c'est vrai, l'alcool tue. on va donc terminer nous cet apéritif compté en espérant que vous étiez là. On a été ravis de vous accueillir à notre table, de partager tous ces contes avec vous et cet apéritif compté. Et compté. Et on va remercier donc la bibliothèque. On va vous souhaiter également à tous et à toutes de très, très joyeuses fêtes de Noël.